bienvenue sur Traumatopsie. La vidéo d'aujourd'hui sera consacrée au cadre juridique du viol. Une vidéo avec une thématique un peu plus sous la forme d'un cours de droit donc. Le viol est prévu à l'article 222-23 du Code pénal, qui dispose que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol se distingue des autres agressions sexuelles en ce qu'il suppose un acte de pénétration sexuelle. Le viol suppose ainsi de passer outre le consentement de la victime, ainsi qu'un acte de pénétration sexuelle. L'acte de pénétration sexuelle doit être commis sur autrui, par le sexe ou dans le sexe. Autrui d'abord. Autrui doit être une personne vivante. Cela a été jugé par un arrêt de la Cour de cassation du 13 juillet 1965. La pénétration sexuelle pratiquée sur un cadavre n'est pas un viol. C'est qualifié d'atteinte à l'intégrité du cadavre, qui est une incrimination prévue à l'article 225-17 du Code pénal. Cet acte de pénétration sexuelle doit être commis sur la personne d'autrui. Ainsi, si c'est l'auteur qui est pénétré, la qualification de viol ne peut pas être retenue. Lorsqu'une personne est contrainte de pénétrer autrui, il n'y a pas viol. L'auteur ne peut pas être celui qui est pénétré sexuellement. C'est lui qui doit pénétrer autrui. La question s'est posée dans le cas où l'auteur réalise une fellation sur la personne de la victime. Dans un arrêt du 16 décembre 1997, des mineurs ont subi des actes de fellation imposés par personne ayant autorité. Dans ce cas-là, c'est l'auteur qui faisait une fellation à la victime. La Cour de cassation a cependant jugé qu'il y avait viol, alors que c'était l'auteur qui était pénétré et non pas la personne de la victime. À l'encontre du principe de l'égalité donc, mais cela a été retenu une fois. La Cour de cassation a donc opéré un revirement de jurisprudence dans un arrêt du 22 août 2001. Dans cet arrêt, elle est très claire et elle affirme, je cite, que l'élément matériel du crime de viol n'est caractérisé que si l'auteur réalise l'acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime. La solution est donc parfaitement claire aujourd'hui. Dans le cadre d'une fellation, pour qu'il y ait la reconnaissance d'un viol, il faut que ce soit l'auteur qui pénètre la victime. Le viol suppose une pénétration par le sexe ou dans le sexe. Prenons donc le cas d'une femme victime. Il y a viol en cas de pénétration vaginale, anale ou buccale par un sexe masculin, ou en cas de pénétration vaginale par n'importe quoi que ce soit. Dans le cas d'un homme, pour qu'il puisse être victime de viol, il n'y a que deux possibilités, c'est-à-dire une pénétration anale ou buccale par un sexe masculin. Prenons le cas de la pénétration par un objet. Dans un arrêt du 9 décembre 1993, la Cour de cassation a jugé que la pénétration anale à l'aide d'un bâton ne constituait pas un viol, parce qu'il n'y a pénétration ni par le sexe, ni dans le sexe. Une solution qui, bien évidemment, pose problème de notre point de vue, étant donné que c'est vécu exactement comme un viol par le sexe ou dans le sexe, mais là, ce n'est pas la Cour de cassation qui est à blâmer, mais bien le législateur. Pour pallier à ce problème, la Cour de cassation a pris des libertés avec les principes généraux du droit pénal et a donc interprété ce texte de manière un petit peu plus large. Dans un arrêt donc en date du 27 avril 1994, les faits sont très simples. Une mère a pénétré sa fille avec un doigt et avec une carotte dans son anus. La Cour de cassation a reconnu la qualification de viol en raison du contexte sexuel de l'acte, étant donné qu'il s'agissait pour la mère d'une initiation sexuelle avec son nouveau conjoint. Dans un autre arrêt du 6 décembre 1995, la Cour de cassation a également reconnu la qualification de viol dans le cas d'une pénétration anale par un manche de pioche recouvert d'un préservatif que l'auteur a ensuite fait avaler à la victime en raison, là encore, d'un contexte sexuel. Ce qui permet de retenir la qualification de viol là où, si on s'en tenait à la lettre du texte, elle ne pourrait pas être retenue. Même si cette évolution d'une conception objective vers une conception subjective de la pénétration sexuelle est effectivement désirable et désirée, elle pose quand même un sérieux problème de sécurité juridique.
Ainsi, c'est à l'appréciation souveraine des juges, du fond, que revient la reconnaissance d'un contexte sexuel autour de la pénétration anale par autre chose que le sexe, ce qui pose quand même de sérieux problèmes et qui fait que dans certains cas ce sera reconnu alors que dans un autre cas qui pourrait être exactement le même, cela ne serait pas reconnu. On attend donc toujours une intervention du législateur afin de clarifier tout ça et de permettre une reconnaissance du viol dans le cadre d'une pénétration anale par un moyen autre que le sexe. Concernant la pénétration buccale, la Cour de cassation a possiblement opéré un revirement de jurisprudence dans un arrêt du 21 février 2007. En tout cas, elle a rejeté la qualification de viol dans l'hypothèse d'un médecin qui forçait ses patientes à faire des fellations à un gode recouvert d'un préservatif. Or, le contexte sexuel est particulièrement caractérisé. On peut ainsi se poser la question, est-ce que la Cour de cassation a voulu établir un revirement de jurisprudence par rapport à ces solutions différentes et dans ce cas rejeter l'hypothèse d'un contexte sexuel permettant de qualifier le viol, ou bien est-ce qu'elle établit une hiérarchie entre la pénétration anale et la pénétration buccale par un objet? C'est une question en tout cas fort délicate qui pose encore des problèmes de sécurité juridique. Concernant les accouplements avec les animaux, la Cour d'appel de Douai, le 10 octobre 1991, a retenu la qualification de viol dans l'hypothèse où une femme s'est vue imposer des rapports sexuels avec un chien. Pour qu'il y ait viol, il faut que l'auteur ait porté atteinte à l'intégrité du consentement de la victime. La pénétration sexuelle doit être commise par violence, contrainte, menace ou surprise, et non pas et. Et c'est de cette menace, de cette contrainte, de cette violence ou de cette surprise que résulte le défaut de consentement de la victime. Pour les violences, il s'agit notamment de violences physiques exercées à l'encontre de la victime et non pas à l'encontre d'un tiers ou à l'encontre d'une chose. La contrainte est vue davantage comme une violence morale. Les agressions physiques à l'encontre d'un tiers ou les menaces sur l'intégrité physique d'un tiers peuvent ici être retenues en tant que contraintes étant donné qu'elles sont un moyen de pression sur la victime. Les menaces sont une variété de contraintes. Dans un arrêt du 31 janvier 1968, c'est le fait de menacer une jeune fille nue d'être laissée dans un endroit isolé qui est considéré comme une menace. Dans un arrêt du 11 février 1992, c'est le fait d'abandonner la personne à l'extérieur alors qu'il fait un froid vif et qu'il y a du brouillard qui est considéré comme une menace. Et dans un arrêt du 29 avril 1960, c'est le fait pour des policiers de menacer de jeter la personne en prison qui est une menace. La surprise, quant à elle, peut être un stratagème destiné à tromper la victime. La victime trompée ne peut pas consentir véritablement. Il ne s'agit pas de surprendre la victime, par exemple en faisant un bouh, mais bien de surprendre son consentement. On a relevé, par exemple, la surprise s'agissant d'un homme qui s'était introduit dans le lit d'une femme en pleine nuit en se faisant passer pour son mari dans un arrêt du 27 décembre 1883. L'absence de consentement n'a pas à être complète. On considère que les moyens employés ont privé la victime de sa liberté sexuelle, que son consentement soit totalement absent ou seulement altéré. C'est-à-dire que consentir à des baisers, consentir à des caresses ne veut pas dire consentir à une pénétration sexuelle. Il suffit qu'il n'y ait pas consentement à la pénétration sexuelle, même s'il y a eu consentement à des à côté, va-t-on dire, il y a viol. Se pose ici, bien évidemment, un problème de preuve. Ce problème de preuve se pose d'autant plus dans le cas des viols conjugaux. À l'origine, le viol entre époux n'existait pas. Il y avait même un devoir conjugal, une obligation d'avoir des relations sexuelles. Le devoir conjugal, en tant qu'obligation comme telle, a été supprimé par la jurisprudence qui a fini par reconnaître la possibilité d'un viol entre époux. Dans un arrêt du 5 septembre 1990, la Cour de cassation dit que l'ancien article 332 n'a d'autre fin que de protéger la liberté de chacun et n'exclut pas de ses prévisions les actes de pénétration sexuelle entre personnes unies par les liens du mariage lorsqu'ils sont imposés dans les circonstances prévues par ce texte. Cela a abouti à une intervention du législateur qui, le 4 avril 2006, a introduit un nouvel alinéa à l'article 222-22 du Code pénal qui énonçait que le viol et les agressions sexuelles sont constitués
lorsqu'ils ont été imposés à la victime, quelle que soit la nature des relations existantes entre l'agresseur et la victime. Le texte précise désormais, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne valait que jusqu'à preuve contraire. Cet article fut de nouveau modifié, bien évidemment, à cause de la présomption qui est installée. Il a été modifié par la loi du 9 juillet 2010 pour supprimer cette référence à une présomption de consentement à l'acte sexuel entre époux. Aujourd'hui, le viol entre époux est non seulement un viol, mais est de plus un viol qui est aggravé selon le 11e de l'article 222-24 du Code pénal. Il n'existe pas de présomption d'absence de consentement en raison de l'âge de la victime ou bien de sa qualité. La Cour de cassation l'a confirmé dans un arrêt de l'Assemblée plénière du 14 février 2003. La jurisprudence s'est cependant assouplie dans un arrêt du 7 décembre 2005. L'état de contrainte ou bien de surprise peut résulter du très jeune âge des enfants. L'insuffisance manifeste de discernement est alors la preuve en soi de l'absence de consentement de la victime. C'est ce pourquoi le législateur a créé l'article 222-22-1 du Code pénal, par une loi du 8 février 2010. Désormais, la contrainte prévue par l'alinéa 1 peut être physique ou bien morale. La contrainte morale pouvant découler de la différence d'âge entre la victime et l'auteur. Le problème est bien évidemment de savoir où mettre le curseur, ce qui pose encore problème du point de vue de la sécurité juridique. Nous allons parler maintenant de l'élément moral du viol. Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle. C'est un crime. Selon l'article 121-3 du Code pénal, tous les crimes sont intentionnels. Donc le viol est une infraction intentionnelle. Il faut prouver à la fois que l'auteur a voulu l'acte de pénétration sur la victime et avait conscience de l'absence de consentement de la victime. Les mobiles, bien évidemment, comme dans toutes les infractions de droit pénal, sont indifférents. Parlons maintenant des circonstances aggravantes. Selon l'article 222-24 du Code pénal, le viol est puni de 20 ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, lorsqu'il est commis sur un mineur de 15 ans, lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de l'auteur, lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait, lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme, lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique, lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation ou l'identité sexuelle de la victime, lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes, lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. Selon l'article 222-25 du Code pénal, le viol est même puni de 30 ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime. Selon l'article 222-26 du Code pénal, le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou bien suivi de torture ou d'actes de barbarie. Intéressons-nous maintenant à la tentative. Le viol étant un crime, la tentative de viol est punissable, selon l'article 121-4 du Code pénal. La tentative suppose un commencement d'exécution ainsi que l'absence de désistement volontaire. Le commencement d'exécution du viol peut poser problème, en raison de la qualification possible d'agression sexuelle. La preuve de la tentative de viol est donc extrêmement difficile à rapporter, étant donné qu'il peut y avoir qualification d'agression sexuelle. Il n'y a pas désistement volontaire si l'auteur est arrêté par quelque chose qui est indépendant de sa volonté, que ce soit par l'intervention de quelqu'un d'extérieur, ou bien que ce soit
en raison de la fuite de la victime, ou bien s'il a des problèmes d'érection, qui est bien que certaines défenses essayent de le faire passer comme tel, ne sont pas dépendantes de la volonté. Voilà, nous en avons fini avec le viol, et donc dans la prochaine vidéo, nous nous intéresserons aux autres agressions sexuelles. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul.